pas, Marion Maréchal. Si vous avez vu ces images, je suis on va vous les mort. remontrer. Regardez ces images d'un drone français, de cet incident majeur qui a donc eu lieu dimanche, selon le ministre des Armées Sébastien Lecornu, au-dessus de la Méditerranée orientale. Des images d'un incident entre un drone français et donc un avion russe. Il a précisé que c'était une action agressive, c'est ce qu'il a dénoncé, le ministre Sébastien Lecornu, une action Ah, c'est ça, vous faites les Russes là. Vous nous narguez comme ça là. Vous allez vous voler même altitude que nos drones. C'est ce que vous faites là. Bizarre. C'est ça que vous faites les Russes, vous nous provoquez. inacceptable, c'est ce qu'il dit. Et on l'a entendu il y a quelques instants, Bizarre. les spécialistes, le général Paloméros, parle d'un acte d'intimidation de la part de la Russie. Comment vous réagissez à ces images? Oui, bah, c'est tout à fait possible qu'on soit face à un acte d'intimidation. On est dans une logique d'escalade et de tension. Quand la France aujourd'hui menace d'envoyer potentiellement des troupes et des hommes sur le sol ukrainien pour rentrer dans le cadre du conflit qui les oppose aujourd'hui à la Russie, on est dans une logique d'escalade. Donc c'est pas totalement, je veux dire, c'est regrettable et condamnable, mais c'est pas totalement surprenant, si vous voulez, qu'on ait ce genre de manœuvre par derrière. Vous voulez dire que ça, c'est quoi? C'est une réponse à Emmanuel Macron? Bah c'est possible, on n'a pas toutes les informations, mais ça y ressemble au regard de la concomitance. Mais à partir du moment où la France et le discours de la France aujourd'hui consiste à s'inscrire dans une logique de jusqu'au boutisme et d'escalade sur ce dossier, on y reviendra, faut s'attendre à ce qu'il y ait une réponse russe, je veux dire. C'est vraiment une patriote de pacotille, Marion Maréchal. Hein, parce que là, elle nous fait croire que quand même, la Russie fait ça parce qu'on a une escalade dans les dialogues avec Emmanuel Macron et tout. Mais elle se dit pas tout simplement que la Russie veut nous bouffer. Même si on fait rien et que la Russie nous bouffe, elle est pas en mode c'est leur faute et pas la faute de Macron, c'est pas la faute de la France ou je ne sais pas quoi. C'est bizarre quand même. Genre c'est bizarre comme discours. Bon, bref. Hein. On peut pas imaginer derrière, quand on annonce potentiellement demain envoyer des troupes au sol et donc rentrer dans le cadre du conflit, que les Russes restent passifs. Voilà, ça veut pas dire que c'est pas regrettable et condamnable, mais c'est dans la logique des choses. Mais donc pour vous, si je vous entends, c'est la France qui est responsable de cette escalade? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on se met dans cette disposition d'esprit de pouvoir demain rentrer en co-belligérance, donc être partie. Non, c'est Vérance, les gars, c'est vendredi. Soutien militaire, vendredi, c'est Vérance, les mecs. Ou financier. Attends, je vais le mettre. En soutien humain et militaire direct. On se met en situation de provoquer une guerre et de rentrer dans la guerre directement. Et donc c'est logique, à certains égards, qu'il y ait une réaction russe. Voilà, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, on est bien d'accord. Non mais évidemment, mais si vous voulez dans ce... Alors si le chat, vous avez compris le discours de Marion Maréchal Le Pen, je vous serre la main. Vraiment, j'ai rien compris. Et d'ailleurs, quand j'avais écouté pareil pour Zemmour qui était pro-russe, ensuite il est devenu pro-Trump, maintenant il est devenu anti-russe. Vraiment, si vous comprenez l'extrême droite française, je vous serre la main. Voilà, parce que c'est incompréhensible. Vraiment, je ne comprends rien. On a l'impression que depuis 3 ans, maintenant que cette guerre est lancée, on est toujours dans les mêmes questions et on est presque aujourd'hui à l'étape d'après, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que c'est terrible, mais ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé d'ailleurs depuis ce bureau évidemment, bureau ovale et de la Maison Blanche, démontre qu'aujourd'hui nous sommes à certains égards dans une forme de conclusion de la guerre, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Donc là, à ton avis, pourquoi les Russes ne nous ont pas attaqués directement? Mais les mecs, si vous comprenez pas, c'est que ça ne se fait pas comme ça directement, la guerre. Hein. Après, moi, je suis pas un spécialiste de la guerre militaire, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, les Russes ne nous attaquent pas maintenant, mais par exemple, ces tactiques d'intimidation, j'ai écouté cet après-midi, c'est pas la première fois que les Russes le font sur nos appareils, nos drones français. Ça a déjà été fait auparavant. Il y a aussi cette escalade avec Wagner dans les pays de l'Afrique, où la France est postée là-bas et on a été malheureusement jeté par les Africains en complicité avec la Russie. C'est pas de petites manœuvres comme ça qui déstabilisent en quelque sorte, militairement parlant, la France. C'est pas une confrontation directe, je suis d'accord avec vous, mais ça participe à quelque chose où la Russie nous bouffe. Il nous bouffe par les exemples que je vous ai cités précédemment. C'est pas forcément une attaque frontale contre le sol français, les mecs. Ça passe par autre chose aussi, les mecs. Ça passe par des proxys, par exemple. Enfin, je sais pas. Ils tâtent le terrain. Oui, ils tâtent les terrains. Ils testent aussi nos capacités de défense, nos capacités à répondre, à savoir si on est des mauviettes en mode ils répondent pas, donc on va continuer à taquiner leurs drones, à les déstabiliser aussi en Afrique, même une guerre économique, etc. Ils nous testent, les Russes. Ils nous testent, les mecs. Les Américains décident
Et même la de leur cyberattaque point de vue, de aussi, vouloir exactement. se retirer de ce conflit et d'y mettre fin, quelles que soient finalement les conditions. On se rend compte, et c'est bien malheureux d'ailleurs, hein, qu'aujourd'hui les Européens ne sont pas en capacité sur le plan militaire d'entrer en substitution des États-Unis pour pouvoir poursuivre cette guerre. Et qu'à partir de là, il faut en tirer toutes les conclusions, c'est-à-dire que le mieux que l'on puisse faire aujourd'hui, et pas tant, selon moi, hein, de vouloir à tout prix poursuivre une guerre d'usure dont on voit bien que l'écart démographique finalement entre la Russie et l'Ukraine se fera nécessairement à son détriment, que de vouloir accepter cette situation, même si elle nous déplaît, et faire en sorte d'en tirer le plus d'avantages possible pour les Ukrainiens en soutien des négociations. Donc il faut dire à Volodymyr Zelensky de déposer les armes. Et moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'on peut jamais... J'entends hein, les discours des uns et des autres qui... Il y a un grand discours de Trump ce soir à 3h du matin, les mecs. Putain, est-ce que j'aurais la volonté de stream à 3h du matin? Je sais pas, putain, j'aurais trop la flemme. Je pense qu'on va le suivre demain, les mecs, avant le football. Qui, parfois, pour des raisons émotionnelles, 3 heures, c'est tard affectives et légitimes au regard du drame Fais, s'il te plaît. maintenant 3 ans et du nombre de morts, évidemment, qu'ils ont Ça en vaut pas la peine. disent, oui, mais on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible, c'est pas admissible. Mais il faut à un moment donné accepter de poser le but de guerre. Est-ce que le but de guerre, c'est de, par exemple, reconquérir militairement les territoires perdus de l'Ukraine? Oui ou ça non? n'est pas possible. Non, mais c'est-à-dire qu'on pourrait le souhaiter, que l'Ukraine retrouve sa souveraineté pleine et entière. 2014, la Crimée, ou ceux conquis depuis 2022? Exactement. On pourrait souhaiter légitimement que l'Ukraine retrouve la pleine et entière souveraineté de ses territoires. Ça n'est pas militairement possible. L'Ukraine n'est pas en capacité de le faire. Donc à partir de là... Vous dites que l'Ukraine doit aussi abandonner les territoires perdus depuis 2022 mais je suis en train de dire que c'est le réel qui s'impose à nous. Je veux dire que ça nous plaise ou non. Et qu'aujourd'hui, le réel, c'est que l'Europe n'est pas en capacité d'entrer en substitution et donc, la Russie a gagné. du soutien américain. Et donc aujourd'hui, de fait... Moi, je vais vous dire la vérité, les mecs, hein, je le répète depuis des semaines et des semaines, et d'ailleurs, ça commence à se voir aussi dans les discours de la France insoumise. Je le répète, l'Ukraine ne récupérera pas ses territoires, les mecs. C'est terminé. Genre, à un moment donné, les mecs, il faut accepter la réalité. La réalité de la guerre, c'est ça aussi. Militairement parlant, la Russie a gagné ses territoires et ne vont jamais les céder. C'est fini. C'est dur à dire, hein. Les gars, je vous rappelle que c'est l'équivalent de l'Île-de-France, de la Bretagne et du nord de la France, l'équivalent de ce que l'Ukraine a perdu. C'est ultra triste. On vous rappelle, on se rappelle dans les histoires, dans les années 40, pardon, où on avait perdu l'Alsace. Voilà, on a perdu l'Alsace-Moselle et tout, parce que l'Allemagne a toujours dit que l'Alsace-Moselle appartient à l'Allemagne. Bref, les guerres en 2025 sont différentes des guerres de 40 maintenant, les perspectives sont différentes, les États-Unis ont changé leur fusil d'épaule. Si c'était Biden ou la femme, là, je sais plus comment elle s'appelle, bref, et elle était présidente des États-Unis, peut-être qu'on aurait pu réfléchir à récupérer la Crimée et à récupérer Donetsk, etc., etc. Mais comme c'est Trump qui est président des États-Unis, il a changé la donne. Il faut... Harris, merci le chat. Il faut prendre en compte les mecs. Je vous jure que ça me fait mal pour les Ukrainiens, les mecs. Ça me fait mal qu'ils aient perdu ces territoires. Mais à un moment donné, la réalité de la guerre, les gars, c'est ça, wesh. Et les États-Unis, voilà, exactement, Kramel. Je pense que les États-Unis se sont rangés du côté des plus forts. Avant, les États-Unis, on a toujours connu ce pays-là comme quoi... C'était un pays qui était pour les opprimés, pour le petit pays, pour le petit peuple, etc., etc. Comme Taïwan, par exemple. Bah les mecs, c'est pas ça maintenant. Ils ont redéfini ce que c'est que la guerre conventionnelle, ce que c'est que aider les plus gros ou aider les plus petits. Donald Trump a remodelé le monde. C'est comme ça, les mecs. C'est pour ça que je vous dis que le jour où la Chine va réussir à récupérer Taïwan, je pense que Trump ne va même pas aider Taïwan. Je pense que c'est terminé ça. Bon après les gars, quand je dis aider, je mets des parenthèses, hein. Les Américains aider un peuple, bon allez, vous avez capté ce que je veux dire les mecs, vous avez capté ce que je veux dire. C'est encore trop tôt pour parler de victoire, rien n'est figé en diplomatie, les conflits gelés peuvent basculer et tout dépendra des soutiens extérieurs et de l'évolution politique en Russie comme en Ukraine. Bah mec, moi je suis désolé hein, les gars, hein. Les États-Unis, faut pas sous-estimer la puissance américaine les mecs. Surtout que les Chinois sont pro-russes. Donc bon, c'est compliqué tout ça. Hein. Si tu laisses ces territoires, qu'est-ce qui te garantit que Poutine ne va pas en prendre des nouveaux, voire carrément l'Ukraine entière? Ça, c'est une bonne question aussi, les mecs. Hein. C'est une très bonne question. Vous voyez, par exemple, moi j'ai un autre exemple. C'est pour ça que la guerre, elle est compliquée quand même. Je vais vous dire quelque chose.
Vous voyez que la Pologne, durant son histoire qui date de 2000 ans ou même peut-être plus, la Pologne a connu des plans de partage. La Pologne a été partagée en différents territoires. On voit que la Pologne s'est énormément armée avec des armes américaines. Si la Pologne se fait envahir par la Russie, est-ce que vous pensez que les Américains vont aider la Pologne? Dites-le moi vraiment, le chat. Quand je vous dis que les Américains en ont rien à foutre de l'Union Européenne, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement, le chat. Je pense que si les Russes, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, j'en sais rien, ou peut-être maintenant, j'en sais rien, mais si les Russes décident d'envahir la Pologne pour ressusciter l'ancienne l'URSS, bah les mecs, même la Roumanie, même la Moldavie, etc., pour se rattacher à la Transnistrie, qui est une région russophone, les gars, je vous garantis que les Américains ne vont pas bouger le petit doigt pour aider les Polonais. Je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Peut-être que je me trompe, j'ai pas un diplôme en géopolitique, j'ai pas un diplôme en quoi que ce soit, mais je pense sincèrement que Trump a changé les cartes sur la table. C'est tout, c'est comme ça. On verra. On verra. L'armée ukrainienne, mais enfin ça, les experts que vous recevez le disent mieux que moi, est en extrême difficulté. Que aujourd'hui les Américains, parce que c'est le point de vue de Donald Trump, on peut le déplorer, on peut le regretter, on peut le condamner de notre point de vue d'Européen, mais lui, il a gagné l'élection américaine en disant j'arrêterai cette guerre. C'est vrai qu'il c'est 4 ans Trump, hein. C'est vrai. Après, à voir ce que J.D. Vance il va apporter aussi. Les Américains sont pas stupides, les mecs, peut-être qu'ils vont rester républicains. C'est vrai, les mecs, dans 4 ans, ça peut aller très vite. Je suis d'accord avec vous, les mecs. C'est pour ça que Trump, il essaie d'accélérer les dossiers rapidement, parce qu'il sait que 4 ans, ça passe vite, plus les midterms qui vont arriver dans 2 ans. Je suis d'accord avec vous, le chat. Je suis quand même d'accord. Son seul objectif aujourd'hui, c'est de détacher la Russie de la Chine pour défendre au mieux, évidemment, les intérêts américains face à la concurrence chinoise. Et son dernier objectif, c'est de dire, je veux que la paix arrive au plus vite et je veux pouvoir tirer un maximum de bénéfices. On le sait. Mais ça, on est déjà au courant, ça. Autres, à la suite de cette guerre, au regard des engagements financiers. C'est du racket, vous trouvez ou pas? Alors, et donc, moi, je trouve pas ça évidemment élégant. Je vais pas vous dire que je suis heureuse de voir la manière. Donc là, t'es sûr de ta take? On en reparlera, les mecs, dans quelques années, dans quelques mois. Je pense sincèrement que les États-Unis, à partir du moment où ils commencent à retirer les sanctions contre les Russes, à retirer la cyberattaque contre les Russes, à retirer aussi les renseignements donnés aux Ukrainiens pour contrer les Russes, à partir du moment aussi où ils suspendent l'aide militaire aux Ukrainiens, je pense sincèrement que les Américains sont profondément pro-russes. Je le pense sincèrement. Voilà, je le dis, les gars. Peut-être que je me trompe. On verra, mais les gars, je suis très sérieux que les Américains ne vont plus jamais aider les Européens. Je pense que, d'ailleurs, Donald Trump, il en a fait un discours la semaine dernière, il a dit que l'Union Européenne a été créée pour emmerder les Américains. Les Américains eux-mêmes emmerdent les Canadiens, emmerdent les Mexicains. Je vous garantis, les amis, que c'est terminé. Les gars, vous voulez pas accepter la réalité, en fait. C'est terminé, gros. C'est fini les bails des Américains pro-européens. Ok, ça va durer 4 ans. Peut-être que dans 4 ans, on aura un nouveau président américain qui va renouer sans doute les relations avec l'Union Européenne, avec le Canada, avec le Mexique. Mais pour l'instant, on parle que des faits actuels. Actuellement, les Américains nous pissent dessus, les gars, c'est la vérité. Les Américains nous pissent dessus. Il faut accepter cette réalité qui est difficile à avaler. C'est comme ça, les mecs. C'est comme ça. Trump, il fait du business, c'est tout. Il fait que du business, mon gars. Il fait que du business. Si seulement on avait des mines de diamants. Ah, si seulement la France avait des mines de diamants. Après, la France s'assoit sur 100 milliards, je crois, hein, ou 40 milliards. 40 milliards ou 100 milliards 100 milliards de tonnes d'or qui sont enfouies. Un nouveau sub. Enfouis à 500 mètres dans Paris, les mecs. Hein, donc, peut-être que si on troque de l'or contre de la défense américaine, peut-être que... Je sais pas. Merci Nagriou pour le sub, merci mon gars. Manière dont se déroulent et se sont déroulés ces échanges, parce qu'on a vu en effet 10 minutes sur les 50 minutes. Ça vous a choqué d'ailleurs, c'est en quelques instants qu'on y revient, ces images? C'était brutal et c'était évidemment humiliant. Et moi, vous voyez, ce que je me suis dit à l'issue de cela,
après avoir regardé les 50 minutes, la seule obsession que j'ai eue à l'issue de ça, c'est qu'un président français, aujourd'hui, demain plutôt, ne se retrouve jamais dans cette situation. C'est ce que dit très justement, me semble-t-il, Pierre Lelouch, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui dit... J'avoue, le jour où Macron, il se fait humilier comme Zelensky la semaine dernière, putain les gars, je pense que je change d'identité, hein. Je pense que je change de nationalité, hein. Je pense que je deviendrai brésilien ou suisse, j'en sais rien. Mais j'avoue comment il s'est fait humilier Zelensky. Même moi j'ai eu de la peine pour lui les mecs. Même moi j'ai eu de la peine. Alors imaginez, c'est notre président français qu'on déteste tous, il s'est fait humilier comme ça en modovision. Waouh. Waouh. Ah là 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 là. Finalement, quand on est dans une situation de vaincu ou de vassal, eh bien, on a le risque demain de se retrouver dans cette situation humiliante où on n'a pas les cartes en main. Mais l'Ukraine a été humiliée dans ce bureau ovale. Et donc, on est tenu. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que je dis. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je trouve un peu vain de s'arc-bouter uniquement sur la forme et pas sur le fond. Je veux dire, on n'est pas dans Psychologie Magazine. Je veux dire qu'on ait pu être choqué par le comportement d'un tel ou d'un tel. La réalité, c'est que les États-Unis sont dans la trajectoire que je vous ai indiquée, pour les raisons que je vous ai indiquées. Ça nous plaît pas, c'est comme ça. Que Zelensky, bien légitimement, lui essaye de défendre au maximum ses intérêts, de continuer bien sûr de pouvoir obtenir un maximum de choses, même si aujourd'hui je pense que l'adhésion à l'OTAN, il y renonce et que On en reparle du coin du bureau, quand Macron il a été installé dans le petit coin les mecs. Bon, j'avoue que c'était un peu humiliant, mais c'est le jour et la nuit entre Zelensky et Trump et Macron les gars, c'est pas trop la même chose. Par contre les mecs, on a vécu l'histoire la semaine dernière, je me rends pas compte, mais quand j'ai regardé l'interview sur ma chaîne YouTube, ça a duré 50 minutes. J'ai pas senti que ça avait duré 50 minutes tellement que on était choqués par la scène. On commentait avec le chat, etc. J'étais choqué. J'écoutais et c'était 50 minutes de conférence. Ouais, c'est passé tellement vite, putain. C'était du théâtre, ouais, c'était du théâtre. Poursuite des combats, il Le semble divertissement, ouais. Et que nous, Européens, eh bien aujourd'hui, c'est ouf quand même. Je crois que la leçon que nous devons tirer, c'est la construction, en effet, à l'issue de ce conflit, dont nous tirons pas grand bénéfice, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas beaucoup de mérite, puisque à l'issue de tout ça, et malgré les milliards que nous aurons investis, je crains que eh bien l'Ukraine finisse avec un territoire amputé et une partie de son territoire maîtrisée par les Américains, je pense évidemment aux terres rares. Et donc maintenant, la question de savoir demain, c'est comment on organise une défense européenne. On va y venir. Voilà, qui nous permette de ne pas nous retrouver Mais ce que vous nous dites dans cette très situation. clairement, c'est que la Russie a gagné cette guerre et qu'il faut l'accepter. Je suis en train de dire qu'on arrive à l'issue du conflit. Voilà. Et que la situation militaire aujourd'hui est au bénéfice des Russes, que ça nous plaise ou pas, pour une raison simple, c'est que pour des raisons d'écart démographique et du fait du refus tout à fait compréhensible, et que je partage des armées otaniennes de ne pas aller sur le terrain en renfort humain, je veux dire numériquement. Donc il faut l'accepter. Voilà, et que les Américains, et qu'il faut l'accepter, et que les Américains aujourd'hui ne veulent pas poursuivre la guerre et qu'on ne peut pas les remplacer. Donc moi je veux bien qu'on fasse des grandes phrases, des slogans, des postures, on ira jusqu'au bout, on continuera. Mais à un moment donné, la réalité, elle est celle-ci, qu'elle nous plaise ou pas. Deux questions courtes, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. C'est ouf de se dire maintenant que dans les années 40, ils auraient été combatifs jusqu'au bout. Je le pense, les mecs, je le pense sincèrement. Je pense à l'appel du général de Gaulle. Je pense à tous ces discours de résistance, que ce soit dans la Seconde Guerre mondiale. Je me dis qu'on est en pic 2025. Est-ce qu'on peut considérer ça, les mecs, comme de la capitulation? Dites-moi le chat. En vrai de vrai. Le monde a changé. Non, mais je suis d'accord avec vous, le chat. Mais je vous dis, c'est des discours. Est-ce qu'on peut considérer ce genre de discours comme une sorte de capitulation? En vrai de vrai. Quand je vous parle de capitulation, parce qu'on est d'accord que Zelensky se bat pour récupérer les territoires qui ont été annexés, dont la Crimée, le fait qu'il doit renoncer à ça, est-ce qu'on peut le considérer comme une capitulation? De par aussi ces discours, les discours de l'extrême droite, comme par exemple Zemmour qui te dit que Zelensky ne récupérera jamais ses territoires, Marion Maréchal répète la même chose. Oui ou non? Est-ce que c'est un gros mot de dire que c'est une capitulation? Est-ce que c'est un gros mot même? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, le chat. Zelensky n'a pas renoncé. Alors les amis, petit update. Non, le date, ce sera tout à l'heure. Peut-être qu'ils vont en parler dans les journaux, les mecs. Peut-être qu'ils vont en parler dans les journaux parce qu'il y a eu des informations qui nous sont parvenues cet après-midi sur Zelensky et la signature d'un accord. Quel accord? Je ne sais pas, mais il y a eu des updates. Donc, on en parle tout à l'heure, les mecs. On en parle tout à l'heure. Restez bien.
envoyer des soldats européens et donc des soldats français en Ukraine, non pas pour combattre, mais pour assurer le maintien de la paix une fois que ce conflit serait réglé, ou en tout cas qu'il y a un accord qui serait trouvé. Pourquoi vous y êtes opposé ? J'y suis opposée parce que c'est changer la dimension du conflit. C'est-à-dire que moi, je suis étonnée parce que j'entends beaucoup de contradictions sur les commentaires dans ce conflit depuis le début. On a des gens qui nous disent depuis le départ, demain, la Russie peut être... Mais les gars, franchement, ça, les mecs, ils viennent d'où ces mecs? C'est vraiment la goutte, Marion Maréchal, elle est trop belle. Mon gars, il faut te branler, frère, je sais pas, mon gars. Mon gars, mais quel âge ont ces mecs? En vrai de vrai, vous avez quel âge? Moi, je pense que c'est pas un mec de 18 ans qui parle comme ça, les mecs, c'est pas possible. Il a 22 ans, mon gars, comportement, chef. Eh, mon gars, comportement. Mon gars, faut grandir, comportement, t'as l'âge de voter, frère. C'est un truc de ouf. Allez, perds ma bonne, dégage. À Berlin, à Paris, et ce sont les mêmes gens en général qui nous disent que la Russie a perdu la guerre en Ukraine. Donc c'est pas très cohérent, parce que si la Russie a perdu la guerre en Ukraine, je doute que demain elle puisse aller à Berlin ou Paris. Et la réalité d'ailleurs, c'est que cette Russie patine depuis 3 ans en Ukraine. Ça, c'est indéniable. Et c'est vrai qu'on a un autre discours qui consiste à dire depuis le début, l'Ukraine se bat pour nous, pour nos valeurs, pour la démocratie. Donc c'est aussi notre guerre, mais ça n'est surtout pas une guerre autant Russie. Sauf que la réalité, c'est que quand on voit aujourd'hui l'attitude de la plupart des dirigeants européens, oui, bien sûr, c'est devenu. C'est pas assez fort le son. Pourquoi pas envoyer des soldats pour le maintien de la paix? Et c'est là où c'est dangereux. Non, mais pour assurer le respect d'un accord. Sauf que le problème, si vous voulez, c'est que ça n'est pas une fois de plus que souhaitent les Américains, et que en l'état actuel, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de ces hommes. Le président Trump l'avait évoqué avec le président Macron la semaine dernière. Oui, mais sauf que ça n'est de fait plus à l'ordre du jour, et qu'aujourd'hui, même Zelensky lui-même est passé à l'étape supérieure. Vous avez certainement lu sa dernière déclaration à 17h. Absolument. Aujourd'hui, il va se poser à la table des négociations. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du fait qu'il dise « je propose une trêve dans les airs, en mer, je suis prêt à travailler sous le leadership du président Trump » Je constate qu'il a tiré toutes les conclusions aujourd'hui de la volonté de retrait des États-Unis, et qu'il tire la conclusion que demain, il ne peut pas se passer du soutien américain, que les Européens eux-mêmes, d'ailleurs dans ce tweet, c'est malheureux, ça fait mal au cœur. Pas une seule fois, il ne cite les Européens. Mais est-ce qu'il ne cède pas plutôt à la brutalité de Donald Trump ? Contraint et forcé. De fait, je pense que oui. Je pense que si lui avait pu choisir, il aurait évidemment continué la guerre. Alors la question étant de savoir, est-ce que c'était opportun, est-ce que c'était intelligent, est-ce que ça pouvait aboutir à une victoire? Ça, personnellement, je ne le crois pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il, du point de vue ukrainien, il a voulu défendre jusqu'au bout les intérêts ukrainiens, et il se retrouve dos au mur et contraint par les événements. Un accord de paix, ça veut dire que demain, vous avez confiance en Vladimir Poutine pour qu'il le respecte ? Mais si vous voulez, à un moment donné, quand vous concluez un accord de paix, vous êtes contraint par les circonstances de faire confiance. De faire confiance, hein. Ça veut pas dire... Si tu pars déjà en mode est-ce qu'il faut lui faire confiance, etc., est-ce que t'as le choix? T'as même pas le choix, mec! Zéro confiance en Poutine. Oui, y a pas de problème, les gars. Vous avez pas confiance en lui. J'ai envie de te dire, et alors? Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix, mon gars. Quand tu veux signer un accord de paix avec le pays agresseur et le pays agressé, est-ce que tu dois faire confiance à l'agresseur? Bah, t'as pas le choix. Genre, t'as pas le choix. Genre, même s'il y a des garanties ou pas, on part quand même sur quelqu'un d'imprévisible. D'ailleurs, les accords de Minsk qui n'a même pas été respectés par les Russes ni par les Ukrainiens, bah, regardez ce qui s'est passé. Tu veux re-signer encore un accord avec Poutine? Est-ce que tu lui fais confiance? Eh ben, t'as pas le choix, en fait. Voilà, c'est juste du bon sens, exactement. C'est un truc de ouf. Qu'il ne doit pas y avoir une vigilance de la part des Européens, et ça ne veut pas dire, et c'est la réponse que nous devons apporter, que nous ne devons pas nous donner les moyens... Mais les gars, vous me parlez de garantie. Réfléchissez, les gars, s'il vous plaît. Il y a eu l'accord de Minsk 1, l'accord de Minsk 2. Il y a eu des garanties dans ces accords-là. Est-ce qu'ils ont été respectés? Non. Donc dans tous les cas de figure, accord de paix ou pas, c'est imprévisible de est-ce qu'il faut lui faire confiance ou pas. Les mecs, réfléchissez le chat quand même. Jure, un nouveau sub. De garantir le respect de... Merci Datebayo pour le sub. Si on envoie pas des soldats pour assurer ce maintien. Mais alors, non, mais c'est au-delà, si vous voulez, du sujet russo-ukrainien. Parce que si demain on craint la puissance militaire russe et qu'il puisse y avoir d'autres velléités russes à d'autres, en Pologne, dans les pays baltes. Vous y croyez sur d'autres parties du territoire. Bah, disons, quand je vois comment l'armée russe a patiné depuis 3 ans en Ukraine, je doute qu'elle puisse demain imaginer attaquer un pays membre, pour le coup, un pays membre de l'OTAN qui activerait automatiquement, vous le savez, le contenu du traité de l'OTAN qui consiste à ce que l'ensemble des armées otaniennes, américaines compris, dans ce cas-là, rentrent en conflit direct avec la Russie. Vous signeriez que la Russie jamais n'envahira la Pologne, les pays baltes? Je signe jamais rien, parce que je crois que d'ailleurs cette affaire ukrainienne nous a tous
enseigner la prudence et la vigilance. Mais ce que je veux dire, c'est que le cas polonais est très différent du cas ukrainien pour une raison très simple, c'est que la Pologne est membre de l'OTAN, ce que n'était pas l'Ukraine et ce qui a priori ne sera pas l'Ukraine. Est-ce que Donc les implications ne sont pas les mêmes. Est-ce que les Américains et Donald Trump sont en train de trahir l'Europe? Ils sont en train de défendre un point de vue et des intérêts américains qui sont en contradiction avec une partie des intérêts européens. Voilà. C'est évident. Je veux dire, quand aujourd'hui, il typiquement nous écarte totalement des négociations, alors que nous sommes partie prenante, évidemment, du fait de notre participation commune avec l'Ukraine à ce continent, c'est évidemment regrettable. Quand il a comme seule obsession de se rembourser à certains égards sur le dos ukrainien en accaparant les terres rares ukrainiennes, quand il tente d'avoir l'exclusivité, parce que c'est ça dont on parle, des métaux rares, exactement, et du cadre de la reconstruction. Ah mais c'est ouf quand même, c'est une situation qui est difficile pour les Ukrainiens, parce que soit ils continuent la guerre et ils vont continuer à perdre du territoire au profit des Russes, soit ils signent un accord avec les Américains et ils vont quand même perdre du terrain au profit des Américains qui vont exploiter leurs terres rares. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle situation sont les Ukrainiens, les amis ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Tout est une question d'argent, c'est même du racket, on pourrait dire en quelque sorte, c'est même du racket, parce que les Américains, ils peuvent évidemment sécuriser en quelque sorte une partie du territoire ukrainien pour exploiter les terres rares, mais quand il y aura plus de terres à exploiter, les Américains vont partir, et peut-être qu'à ce moment-là, les Russes vont continuer à grignoter du territoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit tu choisis la peste, soit tu choisis le choléra. C'est ouf quand même, hein. Vraiment, l'Ukraine est la pute de Trump et Trump est la pute de Poutine. Je sais pas s'il va dire ça sur Twitch. J'ai lu un commentaire Twitch, hein. Laissez-moi tranquille, ZB. J'ai lu un commentaire. Laissez-moi tranquille. Évidemment, ça se fait au détriment des Européens. Et vous diriez que c'est toujours des alliés, les Américains ? Pardon, je pose quand même. Alors voilà, je pose quand même une question, parce que ce qui me dérange un peu dans la dialectique que j'entends, la rhétorique plutôt que j'entends depuis maintenant 2 ou 3 jours, c'est que j'ai le sentiment chez certains Européens, et notamment auprès de la Commission, que parfois ils veulent continuer la guerre moins pour les Ukrainiens que contre Donald Trump. Voilà. Et j'appelle un peu à la vigilance. Attention, si vous voulez, à ce qu'aujourd'hui cette réaction d'orgueil que je peux entendre, hein. Moi-même, ma vanité européenne a été heurtée par ce qui est en train de se passer. Ah, vous êtes heurté quand même. Mais bien sûr, évidemment, puisque en plus, ce que je vous dis, c'est que je pense que nous serons les grands perdants de cette santé européenne. Les grands perdants de tout cela. Je me sens française et je me sens européenne, et je pense qu'on sera les grands perdants de cette guerre depuis 3 ans, évidemment, à côté des Ukrainiens. Mais est-ce que c'est des alliés ? Est-ce que ce sont, juste question claire, est-ce que les Américains aujourd'hui sont toujours, oui ou non, des alliés ? Ah bah, ce sont toujours des alliés de fait. Enfin, je veux dire, tant que le traité transatlantique existe, tant que le système otanien perdure et que donc nous sommes liés à eux par un traité de sécurité commune, ce sont des alliés. Et puis ce sont des alliés par ailleurs à bientôt. Coup de tonnerre la semaine prochaine, hein. Coup de tonnerre, Trump annonce qu'il quitte l'OTAN. Putain les mecs, waouh, moi je sais pas pourquoi les gars, je le sens venir, hein. Je le sens venir sa mère. Trump quitte l'OTAN, quitte l'ONU, déjà qu'il a quitté l'OMS, ça se trouve il va même quitter l'Organisation mondiale du commerce aussi. Oh là là, ce serait même pas étonnant, exactement le chat, exactement. D'autres égards. Édouard Philippe parle de trahison, Olivier Faure dit que ce ne sont plus des alliés. Regardez cette étude réalisée par notre partenaire ELAB qui dit que pour 73% des Français, les Américains ne sont plus des alliés. Sondage qui a été réalisé ces derniers jours. Mais je comprends, mais on est dans la réaction et l'émotion et l'orgueil naturel qu'on peut avoir à l'issue de tout ce qui se passe. Mais de fait et factuellement, tant que l'OTAN existe, excusez-moi, les Américains, aujourd'hui, je suis désolé de le rappeler, mais une grande partie de l'Europe a fait dépendre sa sécurité du système de défense américain. Si ça n'est pas une alliance, je ne sais pas ce que c'est. Et beaucoup de pays, à l'heure où je vous parle, la France a toujours fait un peu bande à part de ce point de vue-là, ne sont pas dans la volonté de remettre en cause cela. Une fois de plus, je mets juste en garde sur une chose. Attention à ce que cette volonté de poursuivre l'effort de guerre ne se fasse pas... Vous dites que la Commission européenne est en guerre contre Donald Trump. Je dis juste attention à ce que ça ne se transforme pas en un soutien pour les Ukrainiens vers une volonté d'être surtout contre Donald Trump et une guerre idéologique contre Donald Trump. Parce que c'est un peu... J'ai envie que ça lui pète à la gueule à Donald Trump, les gars. Je vous dis la vérité, cette stratégie de s'isoler de la scène internationale, bon, la politique de Trump, il fait un peu ce qu'il veut, mais j'ai l'impression qu'il est trop puissant et j'ai envie que ça lui pète à la gueule. Genre, par exemple, le fait qu'il mette la pression sur le Canada, qu'il mette la pression sur le Mexique, il a augmenté les droits de douane en Chine aujourd'hui, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la Chine a répondu avec une augmentation eux aussi. L'Union européenne va suivre aussi. Moi, j'ai envie que ça lui pète à la gueule.
Genre les États-Unis qui rentrent en récession économique, où il y a des manifestations parce que c'est la merde là-bas et tout. J'ai envie que ça lui pète à la gueule. Je sais pas pourquoi, les gars. J'ai envie que ça lui arrive, genre. Moi, ça me fait de la peine pour les Canadiens. D'ailleurs, j'ai vu que... On dit Justine ou... À chaque fois, je sais pas. Justine, vas-y, je dis Justin Trudeau. Mr. Justin Trudeau, il a fait une conférence de presse aujourd'hui où il avait annoncé des mesures de rétorsion à Trump sur des produits américains qui pèsent des milliards de dollars. Il a dit que Trump veut écrabouiller l'économie canadienne, créer du chômage de masse, pour l'unique but d'annexer le Canada. Est-ce que vous vous rendez compte que Trump veut annexer le Canada? Mais what? On est où, les frères? On est où? Un nouveau sub. Écrabouser, c'est stylé comme mot. C'est écrabouiller et éclabousser ou je ne sais pas quoi, ou écraser aussi. Mais je me dis, c'est chaud quand même. Hein. Faut que ça lui pète à la gueule à un moment donné, frère. Il peut pas se sentir tout puissant comme ça, genre. Tout le monde souhaite la chute des USA. Moi, le premier. Enfin, surtout maintenant, en tout cas. Surtout maintenant, tout de suite. Ah, mes frères canadiens, je suis avec vous, les gars. Tabernacle en calice. En calice, je suis avec vous, les gars. Eh, le Homelander, il gagnera pas contre vous en calice de fif. Chris, la Poutine, j'aime bien la Poutine, les mecs. Vous inquiétez pas, les Canadiens, je suis avec vous. On est en bleu sang. Dans la manière dont c'est présenté, l'impression que ça donne. Caribou. Pour les responsables américains, c'est un responsable républicain qui appelle au départ de Volodymyr Zelensky. Je suis mort, wesh. Le président ukrainien, aujourd'hui, c'est le dernier obstacle à la paix. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, preuve en est, les dernières déclarations de Vladimir Zelensky sont très claires, puisque lui-même explique aujourd'hui qu'il est prêt à négocier, à s'asseoir autour de la table et à avancer de ce point de vue-là. Donc, les sirop d'érable. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une merci pour vos sables, les mecs. Merci, de l'administration trumpienne de mettre en effet un énorme coup de pression, voyant que Vladimir Zelensky résistait à un certain nombre de leurs demandes. Vladimir Zelensky l'a dit. Elle a dit ce dossier d'adhésion de l'OTAN sur la table et que donc il a voulu, c'est d'ailleurs la méthode trumpienne, hein, mettre une forme d'état de sidération et de provocation pour arriver à ses fins. Il y est manifestement parvenu, on peut d'ailleurs le regretter, mais je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui ce soit Zelensky qui soit le sujet principal. Alors vous le regrettez, vous dites que vous avez été heurté, vous vous sentez quand même européenne. Jure, un nouveau sub. Vous étiez à Washington au moment de l'investiture de Donald Trump. Est-ce que ce soir, après ce qu'on a vu ces derniers jours, vous regrettez d'avoir soutenu Donald Trump? Non, alors je ne regrette pas du tout d'être à Washington. J'y suis allée en tant que vice-présidente du parti européen ECR, auquel appartiennent d'ailleurs les Italiens de Fratelli d'Italia notamment. J'y suis allée invitée par le Parti républicain et je considère qu'aujourd'hui, il faut garder un contact avec les États-Unis. Nous avons déjà perdu tout contact pour des raisons évidentes avec la Russie. Est-ce que demain, l'objectif, c'est de perdre tout contact avec les États-Unis? Entre parenthèses, est-ce qu'il faut reparler à Vladimir Poutine? Est-ce qu'Emmanuel Macron doit renouer les contacts? Non, mais de toute façon, si nous rentrons dans une phase de négociation et si on veut que les Européens soient partie prenante de la négociation, mécaniquement, il va falloir accepter de discuter avec Vladimir Poutine. Voilà. Maintenant, tout ce que je dis pour tirer les leçons de tout ça et sortir... Vous parliez de Donald Trump. Vous vous sentez toujours proche idéologiquement de lui? Mais vous savez, vous trouvez toujours que c'était une bonne nouvelle pour les États-Unis et pour le monde? Le fait que je puisse partager un certain nombre de combats évidents avec Donald Trump, qu'il s'agisse de... Ouais, je vois les gars, je vois tellement le récit. Je comprends tellement le récit des journalistes qui sont en mode mais les gars, il faut choisir, à chaque candidat européen, les gars, il faut choisir le camp des Européens. Pourquoi tu soutiens Donald Trump? Pourquoi t'es pro-Amérique? Pourquoi t'es ceci? Pourquoi t'es cela? Moi, je suis un peu gêné par ce discours. Si elle est pro-américaine, grand bien lui fasse, frère. Mais le récit de choisis ton camp, moi, je sais pas, je trouve ça bizarre. En plus, il force sur la question et tout, c'est bon, on va te faire foutre, frère. Ça y est. Elle, c'est bizarre. Non, mais même si c'est bizarre, les mecs, j'ai quand même le sentiment qu'à chaque personnalité qui vont passer sur BFM TV ou ailleurs, ils vont sortir la question de choisissez le camp de l'Europe et pas de Trump. Choisissez bien. C'est quoi cette question? Blablabla. Répondez-moi. Ça y est, cousin. Après, le discours est bizarre de Marion Maréchal. Je m'y attendais un peu parce que quand j'ai écouté le discours de Zemmour sur BFM TV, c'était pareil, les mecs. C'était pareil. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ça les met dans une situation comme ça. C'est pas au chocolat ou chocolatine. Exactement. Ça, c'est une belle métaphore, ça. J'aime bien. Ça, c'est une belle métaphore. De la lutte contre le wokisme, de la lutte contre l'immigration illégale, par exemple. Et est-ce que vous partagez sa vision internationale? Ne veut pas dire, mais non, mais j'y viens précisément, ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas des concurrents, voire parfois des adversaires, hein, sur le plan commercial. Voire des ennemis?
non, je dirais pas des ennemis. Des C'est pas ça, un ennemis. ennemi. Mais des adversaires résolus parfois hein, sur le sujet commercial. On le sait en France, on le vit régulièrement en France. Donc les intérêts ne sont pas toujours communs. Pour une fois qu'ils vont laisser LFI, d'ailleurs, je te parce que jure, les gros, intérêts je te nationaux, parfois, jure. prennent le pas sur le reste. Et cette concurrence, cette adversité avec les États-Unis, Aïe. qui s'exprime de différentes manières, elle peut d'ailleurs perdurer sous l'administration de gauche comme sous l'administration de droite, parce que ça relève en fait finalement des intérêts nationaux moins que des positions idéologiques. Marion Maréchal, à l'instant, le président Macron salue, je cite, la volonté de Volodymyr Zelensky, justement, je cite, de réengager le dialogue avec Donald Trump. Ah. Vous êtes députée européenne, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, propose un plan de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Est-ce que vous allez le soutenir, ce plan ? 800 milliards. Écoutez, pour l'instant, c'est un chiffre qui est sorti un peu du chapeau, hein, parce que la réalité de ce qui a été annoncé par Ursula von der Leyen, c'est qu'elle énonce des fonds nationaux à la bonne volonté des États, qui pourraient être, ça pour le coup c'est une bonne nouvelle, extraits finalement des 3% de déficit. Donc les dépenses demain militaires seraient extraits du calcul des 3% de déficit. C'est une mesure que je soutenais par ailleurs, donc ça pour le coup je m'en félicite. On parlerait de fonds privés, on parlerait de réorientation de fonds européens déjà existants, comme le mécanisme de stabilité par exemple. On parle d'éventuels emprunts supplémentaires. Donc tout ça, pour l'instant, est très évanescent. Maintenant, ce que je dis derrière cela, c'est plusieurs choses. Alors, il y a un message là, le Fola Van der Leyen, je vais pas le lire parce qu'Hassan Nabil a été banni pour ça, donc moi je vais éviter de lire le message. Mais wesh, le message de fou. Mais moi, Van der Leyen, je la vois comme une ennemie, les mecs. Hein. Il y en a qui sont pro-européens sur mon chat, etc. Je respecte vos convictions, Jure, mais moi, j'ai jamais encadré cette meuf. Je ne l'ai jamais encadrée. Depuis le scandale Pfizer avec les fameux SMS qu'on n'a jamais vu le contenu, moi, je trouve cette meuf extrêmement bizarre, suspecte de fou malade, genre. Je la vois comme Imu dans One Piece, exactement. Moi, je la vois comme une ennemie, hein, je vous jure, les gars. Hein. Top 3 ennemis, hein, vraiment, top 3 ennemis. Je te jure. Le deuxième, c'est Messi. Premier, c'est Van der Leyen. Troisième, c'est Poutine. Désolé, Messi, t'as pris ta balle, désolé. Il y a peut-être des pro-Messi sur mon chat, mais on est pour CR7 ici. Je vais mettre play, je vais mettre play. Chose 1, la défense européenne et le renforcement de la défense européenne, pour moi et de mon point de vue, doit d'abord et avant tout être le renforcement de défense européenne nationale. Est-ce qu'on peut peser face aux États-Unis, face à la Russie, Messi qui se demande qu'est-ce qu'il fout là au niveau national? Eh bien, précisément, je crois. Macron est un ennemi aussi, ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir, par ailleurs, des coopérations, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, en matière de matériel de défense au niveau européen. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir, et ça, nous allons nous battre pour ça, une priorité d'achat de matériel européen à partir de demain, parce que qui dit achat américain ou extra-européen dit dépendance évidemment à l'égard de ces pays, notamment pour comment dire, si on utilise des composants américains, vous le savez avec la réglementation ITAR, on est dépendant du bon vouloir des États-Unis pour pouvoir exporter ce matériel. Une coopération sur le nucléaire aussi, placer l'Europe sous le parapluie nucléaire français, oui ou non? Eh bien, tout dépend de ce qu'on met derrière. C'est-à-dire que je comprends l'idée, et ça je peux la soutenir bien évidemment, que si demain on veut être parfaitement souverain et indépendant, ça implique qu'un pays tel que la France puisse apporter un substitut de parapluie nucléaire au parapluie américain. Première chose, aujourd'hui, nous ne sommes pas tout à fait en capacité de pouvoir le faire. Sur le principe, pourquoi pas? La deuxième chose, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas, ça a été manifestement écarté, donc tant mieux, de partager la décision. Donc ça, c'est évidemment hors de question. Macron, sur la question que les intérêts vitaux puissent être compris dans la défense de nos partenaires européens, ça fait de toute façon partie de la doctrine française depuis longtemps, et déjà De Gaulle l'avait envisagé pour les pays limitrophes, donc c'est pas choquant. La dernière question que ça pose, et ça, moi, je ne suis pas du tout hostile sur le principe, c'est que demain, nous puissions avoir des armements nucléaires, c'est-à-dire à travers des vecteurs et des silos dans des pays partenaires, donc des matériels nucléaires français. Nous n'en avons pas besoin d'un point de vue technique, parce qu'on peut frapper sans être présent dans ces pays, mais si d'un point de vue psychologique, ça peut, on peut dire, rassurer des pays partenaires européens dans la capacité de la France à remplacer les Américains, pourquoi pas aller vers cela, oui. Marion Maréchal, le Premier ministre qui dit hier, nous sommes face à la situation historique la plus grave et la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le ministre... Ah, je sais pas si vous avez écouté le discours de François Bayrou, les mecs, hier. Putain, il a été beaucoup dans la poésie. Hein. Merci Tosh pour le sub. Il était beaucoup dans la poésie, même s'il a un peu bafouillé et bu beaucoup d'eau. C'est vrai que le discours de François Bayrou,
C'est un discours qu'on pourrait écouter dans les 40 prochaines années, les gars. Hein. Balek de Bayrou. Ah, franchement, je vous invite à écouter son discours, les mecs. Plein de poésie, parce qu'il aime bien jouer sur les mots. Il a toujours été un peu ce poète, le poète du Sud et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident comme situation, les mecs. J'aime pas. Des affaires étrangères qui dit que chaque jour, C'est le intéressant, front en tout cas, se c'est rapproche un peu intéressant. plus de nous. Est-ce que vous avez peur que ce conflit s'importe en France? C'est ce qu'on voit dans les études d'opinion. Oui, mais Ils ont raison quand ils disent ça? je veux dire, faut pas jouer avec la guerre. Donc c'est pour ça que c'est attention aussi aux déclarations intempestives, attention à un risque d'escalade. Ça fait 3 ans que de toute façon, j'alerte moi personnellement là-dessus parce que je trouve qu'il y a parfois beaucoup de légèreté. Oui, il a pas écrit déclarations, son beaucoup de discours, bien légèreté sûr. dans ceux qui font la guerre par d'accord. Ukrainiens interposés depuis leur canapé. Il y a beaucoup de sang et de malheur derrière tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois de plus, si demain nous voulons éviter, j'y reviens, qu'un président français puisse vivre l'humiliation qu'a vécu Vladimir Zelensky dans ce bureau ovale, eh bien, il faut se donner les moyens d'être une nation respectée. Et une nation respectée et qui compte aujourd'hui dans le grand jeu des puissances, c'est une nation qui a une vraie capacité militaire et une vraie capacité économique. Donc ça veut dire des choix nationaux radicaux. Ça veut dire réorienter aujourd'hui une partie de la dépense publique, moins vers la dépense sociale, qui est quand même la grande facilité française depuis des décennies, mais davantage vers notre système de défense, sans céder à la tentation d'une fédéralisation, parce que je crois que la pire des réponses pourrait être demain de tendre, c'est pas le cas aujourd'hui, mais vers une armée européenne, un état-major européen, je sais pas, un ministre de la Défense européen, parce que là, ça nous condamnerait à l'inertie. Merci beaucoup Marion Maréchal Merci à d'avoir vous. été notre invitée ce soir.